Il est 17h, passe grand soir. Qui s'invite chez vous ce soir? Nous allons justement, comme cela s'indique et s'ordonne, rester dans l'actualité brûlante au Cameroun. C'est celle relative à la présidentielle d'octobre 2025. Deux arrêts majeurs. La probable coalition entre le professeur Maurice Kamto et l'opposition. Vous avez compris, mesdames et messieurs, c'est le grand soir. C'est votre émission de réflexion, votre émission d'échange avec vous, mais aussi avec ceux qui sont sur le plateau conviés pour la circonstance. Déjà trois répondent présent pour ce soir. Nous allons commencer par mon extrême gauche. Lui, c'est un homme dont la langue n'a pas de limite sur son franc-parler. Il est convié à toutes les circonstances qui font bouger les lignes pour un Cameroun qui se veut développer. Lui, c'est naturellement le docteur Jean-Moïse Mbok. Il est là pour nous apporter du sien comme à l'accoutumée. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau du Grand Soir. Bonsoir à vous, bonsoir à mes co-discutants que vous allez présenter tout à l'heure. Bonsoir au top management d'Info TV, bonsoir à vos milliards de téléspectateurs d'ici et ailleurs. Nous sommes heureux d'être associés à cette grande messe de la politique, de la vie sociale, même du carrefour spécial dans lequel le Cameroun est en train de rentrer pour son avenir. Et voilà, nous souhaitons que ce soir nous puissions participer non seulement à la bonne information des citoyens, mais également impulser une certaine attitude positive, une attitude du vivre ensemble, une attitude de la responsabilité, parce que c'est ça que le FSNC porte, c'est le message, comme je l'ai toujours dit, c'est le parti de la main tendue, c'est le parti de la concession, c'est le parti de la rencontre, et nous espérons que en cette nouvelle année électorale, quelque chose de nouveau et de très bien va se manifester pour le peuple camerounais. Merci. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile et vous l'avez si bien fait d'introduire aussi le FSNC parce que vous êtes son porte-parole. Comment on va se partir en quelques secondes? Vous l'avez déjà dit, mais une actualité qui saute à l'œil pour tout Camerounais, surtout celui vivant à Yaoundé, c'est le chantier routier qui est engagé à travers la ville. Quelle est votre appréciation à propos? Alors, c'est mitigé parce qu'à la fin, un projet comme celui-là finit par servir les populations, mais en même temps, on s'est dit donc on aurait pu faire quelque chose comme ça. Donc c'était possible de travailler, c'était possible de réaliser. Et je chahutais votre invité du RDPC qui va certainement arriver, dernièrement en rappelant que le problème des Camerounais, ce n'est pas la puissance du RDPC, ce n'est pas l'étendue du RDPC, c'est parfois l'absence de pertinence, l'absence de réponse aux basiques. Problème basique, par exemple, j'ai des téléspectateurs qui appellent, qui sont habitués aux émissions et qui disent on n'a pas d'électricité. Au moment où je parle, vous qui êtes en studio pouvez remarquer que mon vêtement est froissé parce que je n'ai pas pu le repasser le matin en sortant. Et vous allez voir que pendant ce temps de campagne, les délestages vont diminuer, les routes vont être arrangées, certains problèmes vont être corrigés. On s'est dit mais faites-le à temps, faites-le à temps, faites-le à temps. Et donc voilà, c'est embêtant. Mais on s'est dit quand même à la fin, c'est nous qui allons gagner. C'est le paysage. Yaoundé et peut-être Douala aussi qui connaît ces chantiers, qui va gagner. Mais comme je l'ai dit, pour sortir, pourquoi ne pas l'avoir fait à temps? Pourquoi avoir laissé que nos véhicules aient des problèmes d'amortisseurs que voilà, je connais tous les problèmes et les désagréments qu'on aurait bien pu s'éviter. Merci pour votre présence ce soir avec nous. Également, nous allons cette fois-ci du côté droit pour introduire cet autre invité de cette émission, Le Grand Soir. Il s'agit de Franck Carlin. Manson, il est philosophe, c'est lui le vice-président de l'association Émergence du Cameroun. Il est par ailleurs directeur de la publication de ce journal très lu à travers le Cameroun et même à l'au-delà. Il s'agit du journal Cahier de l'émergence. Vous êtes là pour la société civile. Déjà bonsoir. Et du coup, on parle de ce changement du visage ou alors du paysage de Yaoundé à travers les travaux routiers qui sont engagés. Oui, moi-même, je me suis rendu compte, mais seulement, même si ce sont des actions qui feront du bien aux populations dans les semaines ou les mois à venir, comme l'a si bien dit le docteur, ce sont des actions qui auraient pu être faites bien avant. Parce que au jour d'aujourd'hui, les populations sont confrontées à des embouteillages énormes. Moi, par exemple, je devais me rendre à la police avant de venir ici.
Mais je n'ai pas pu y aller parce que je n'ai pas pu que trouver un taxi. Donc, ce qui fait que j'étais obligé de revenir par ici pour contourner. Pour attendre l'émission. Donc c'est une action à saluer, mais je pense que nous méritons mieux que cela. Vous voyez, nous méritons mieux que cela. Encore que nous sommes dans un contexte où les populations ont le regard des attentes essentiellement tournées vers ceux qui dirigent. Donc je pense qu'en période justement de campagne, ou alors même après les campagnes, je pense que ceux qui dirigent devraient plutôt exploiter, c'est-à-dire ce type de conditions pour s'améliorer pour la suite. Ouais, pour s'améliorer. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à votre question. Merci. Le troisième invité, mesdames et messieurs, c'est Léonie Mfumu qui est également avec nous pour apporter de tout son meilleur. Celui-là qui est aussi habitué de ce plateau, le Grand Soir et même de toutes les autres émissions sur votre chaîne préférée Info TV. Léonie, bonsoir. Léonide, vous ne pas le faire. Bon. Alors merci beaucoup. Oui, faut que je note ça. Merci beaucoup de l'amitié que tu me fais à travers cette grande chaîne de télévision Info TV. Je salue les militants et sympathisants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, dont je porte la parole ici. J'ai aussi une salutation ou des salutations différentes à adresser à notre candidat, le candidat de notre parti, le camarade Bello Bouba Maïgari, qui en ce moment est au four et au moulin pour donner aux Camerounais les solutions qu'ils espèrent aux problèmes qu'ils éprouvent au quotidien. Et donc, je salue tes téléspectateurs qui certainement par milliers, voire par millions, nous suivent. Et j'espère simplement être à la hauteur de leurs délicates attentes. Voilà. Merci. Dans l'espoir que les autres conviés à ce programme nous rejoignent, mesdames et messieurs, je nous appelle ensemble avec vous à marquer une courte pause pour mettre le pied dans le plat derrière cette virgule. Vie, vous n'êtes pas recalé, cela se dit ici, mais on parle quand même d'eux. Est-ce que... parce que quand on concoctait justement ce programme, certains nous ont posé la question, les gens qui sont recalés, pourquoi revenir sur eux? Et pourtant, ils sont d'une utilité incommensurable. Tout à fait, ils sont d'une utilité parce qu'ils ont exprimé la vitalité de la politique au Cameroun. Ils ont exprimé la volonté des citoyens de tous bords, parce qu'on a quand même, on a vu des gens de pratiquement tous les âges, parmi les 83 qui se sont manifestés à candidater. Il y a déjà qu'il faut saluer leur courage, il faut saluer leur engagement, il faut saluer leur ferme volonté et à partir de là, quand même, les mieux à pouvoir revenir à la prochaine présidentielle. Mais pour ceux qui ont une certaine assise, une certaine envergure, ils sont importants parce qu'ils vont rentrer dans les coalitions. Ils ont montré qu'ils ont forcément un projet, ils ont forcément un programme, ils ont forcément une base électorale, même si c'est par alliance. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas de parti politique à la base, mais qui étaient finalement affiliés à un parti politique pour le temps de se faire investir. Donc, ils sont importants parce qu'ils auront leur mot à dire dans le construit national. Moi, j'ai pour habitude de dire, on ne vient pas en politique absolument pour être le chef. On vient en politique pour participer à une dynamique, chacun apportant ce qu'il peut apporter. Ce qui fait donc qu'ils seront utiles dans la coalition, ils seront utiles dans les conseils ou les consignes même qu'ils pourraient donner, parce que là aussi, ils ne sont pas négligés, ils deviennent tout de suite des personnes intéressantes. Je prends le cas de celui qui défrait la chronique, qui a même été reçu par un ministre et qui va être reçu par le deuxième, je crois bien, vendredi. Si lui donne une consigne, les gens vont le suivre, parce que j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux pleurer sur sa cause, compatir et ainsi de suite. Donc chaque candidat a son importance, son courage, son engagement, donc son potentiel conseil, son potentiel accompagnement. Et donc, ce n'est pas des personnes à négliger, ce n'est pas des personnes à balayer du revers de la main. Quoique, moi, j'aurais personnellement suggéré peut-être dans les réformes qui vont arriver à Elikam que le tamis soit plus strict.
de manière à ce qu'on n'ait pas à se retrouver au CC avec des gens qui n'ont pas de bulletin numéro 3, qui n'ont pas de carte d'électeur, qui n'ont pas de parti politique, ou alors même de lettres de comment vous appelez ça, d'investiture. Donc voilà, il y a un ensemble de leçons à tirer. Je vais sortir pour le premier jet en disant simplement que les Camerounais ont montré qu'ils sont intéressés sur la question politique, parce que qui dit quand même politique dit gestion de notre cité, gestion de notre quotidien. Les Camerounais, pour certains, venaient en aventure, mais je crois que pour la grande majorité, ils venaient parce qu'ils estiment qu'ils ont une participation à apporter, ils ont un mot à donner, et il faut donc les considérer. Nous, au FSNC, nous savons qu'ils sont tous importants, ils sont tous utiles. Face à la machine RDPC, on ne peut pas aller affronter un tel fagot tout seul. Nous le disons trivialement en Afrique, on n'attache pas un fagot avec une seule main. Il faut donc que toutes les autres mains qui semblent être recalées mais qui ont leur importance et leur valeur s'associent à nous pour qu'on puisse ensemble, au soir du 12 octobre, apporter un changement au Cameroun. Ils semblent être recalés, c'est le cas, mais alors, ils sont encore importants. L'a rappelé ici Dr Jean-Moïse. Car cette situation aujourd'hui, qui, quoique ayant reçu un bon nombre de candidats qui n'avaient pas et qui ne répondaient pas à la déontologie de l'élection présidentielle au Cameroun, mais on se dit quand même, ces gens ont une influence quelconque et peuvent jouer un rôle second pour octobre. Je voudrais parler du 12 octobre prochain. Oui, déjà, ce qu'il faut saluer, il faut saluer donc l'esprit fair play de ceux qui s'en tiennent au verdict des institutions. Parce que c'est un acte démocratique, c'est un acte républicain. Et vous savez, en ce temps extrêmement sensible, nous en avons besoin. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, déjà, comme il a si bien dit, identifier les causes qui justifient les rejets. Et maintenant travailler pour s'améliorer pour les échéances futures. Parce que nous avions des élections législatives et municipales d'ici 2026. Et un autre élément, c'est ceci que, voyez-vous, quand on est un leader d'opinion, un homme politique, on est supposé être représentatif d'une vision pertinente. Et le fait que vous soyez donc, on peut dire, l'incarnation de cette vision, vous êtes conscient du fait que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice dans la construction du Cameroun sans forcément être président de la République. Donc, dès lors que vous vous retrouvez dans une situation comme celle qui est là, vous êtes déjà quelqu'un, on peut dire, au minimum... Quand vous le dites, ce qui était au CC, est-ce que vous croyez que ce langage est le sien? Même si ce n'est pas le sien, moi je fais une analyse objective. Maintenant, il est vrai qu'il pourrait avoir la leur. Et moi je dégage juste une réflexion. Ouais. Donc on sous-entend qu'il y a une certaine expérience, parce que c'est une expérience qu'ils ont faite. Et ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas les mêmes que les individus il y a de cela 3 mois ou 6 mois. Et dès lors que vous êtes non seulement représentatif d'une vision, parce qu'on ne va pas à l'élection sans vision. Ça c'est la norme. Et vous avez une certaine expérience, si votre candidature était, vous pouvez vous dire, pourquoi pas soutenir X ou Y qui semblerait rencontrer ce que vous représentez en termes de vision. Donc c'est un élément important. Personnellement, moi, si j'étais un homme politique, j'aurais tiré des conséquences déjà de mon rejet et je mènerais des réflexions à savoir comment pourrait être utile pour la suite du processus électoral, c'est-à-dire en tant que leader d'opinion. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on est de mauvaise foi, dès lors que votre candidature est rejetée, vous pouvez développer tout un type d'argument qui ne serait pas favorable justement à la stabilité. C'est ça. Vous voyez? Et ça ne nous ferait pas beaucoup de bien, parce que ce n'est pas de ça dont nous avons besoin actuellement. Donc c'est ça. Bon, maintenant pour sortir, je vais revenir sur un élément, vraiment, sur la floraison des candidatures que nous avons observées. Vous voyez, parce que nous étions à pratiquement une 80aine de candidatures. 83 candidatures. Et en fait, pour moi, personnellement, ça m'a laissé interrogatif sur un certain nombre de choses. Parce que quand vous essayez de faire des comparaisons, même si vous me diriez que comparaison n'est pas raison, avec des nations dites évoluées,
c'est pas n'importe qui se lève pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Tout à fait. Parce que la nation en elle-même représente un pouvoir important, une architecture importante. Et c'est ce qui explique le fait que ceux-là qui sont identifiés comme des leaders d'opinion, ce sont des personnes qui représentent un niveau de conscience et de compréhension très avancé. Vous voyez, donc on ne va vraiment pas à la politique, je ne sais pas comment est-ce que je vais, le terme que je vais employer, comme si on va s'amuser, pour le dire comme ça, de manière, c'est mais on y va, parce qu'on a une vision, et on s'est dit que cette vision peut participer, peut aider à ce que le pays aille d'un point A à un point B. Bon, maintenant, quand vous revenez dans des nations fragiles, vous voyez bien, le mode de gouvernance n'aide pas. Vous voyez, il y a un mode de gouvernance qui, quelque part, entache l'image de ces nations. Et dès lors que l'image de ces nations est entachée, n'importe qui peut se lever pour dire « je m'en vais poser ma candidature ». Même s'il sait très bien que cette candidature ne trouvera pas gain de cause. Parce que je reste certain d'une chose, les 80 candidats qui ont osé, c'est une bonne chose. Nous sommes dans un état de droit, un état démocratique, tout ce que vous voulez. Mais il y en a là qui sont certains que, eux-mêmes ils sont certains, ils savent qu'ils étaient dans un film. Oui, bien sûr, parce que parfois on se prononce, question également de construire certaines visibilités pour des fins que je ne voudrais pas nommer. Donc, ouais, donc c'est un peu ce que je peux dégager comme réflexion par rapport à votre question. Merci pour cette première réaction, d'ailleurs, qui m'envoie poser la même question à Léonide. Cette affaire que nous avons aujourd'hui qui nous fait savoir qu'au Cameroun, désormais, on peut s'attendre à une 80aine de candidatures à la présidentielle, chose inédite. Mais après, on se dit, si c'est 83 et on reste avec 12, que feront donc ceux qui sont recalés? Et aujourd'hui, peut-on se dire, ensemble, avec la main posée sur le cœur, qu'ils ne servent à rien, puisque ce n'est que 12 qu'on a retenus? Ceux qui sont recalés, on oublie tout de suite. Non, on ne peut pas se le dire. Et d'ailleurs, tu me permets très rapidement de te donner une information qui a d'ailleurs déjà filtré. Le président Bello Bouba Maïgari donne une conférence de presse demain. Je sais que vous avez été conviés ici à Info TV à la dite conférence. Demain, dès qu'il sera 16h à Yaoundé. Et ceci, n'est-ce pas, pour donner sa vision de la société et de son engagement politique quant à l'idéal qu'il se fait de son engagement à vouloir gouverner le Cameroun. Donc vous aurez toutes les questions aux interrogations qui vous taraudent demain. Maintenant, pour revenir à votre question, non. En réalité, on savait à peu près quel parti ou bien quelle force pouvait investir un candidat. Et le MINAT en avait fait une recension et ces partis étaient, je crois bien, au nombre de 19. 18. 18, voilà, 18. Et donc, on savait à peu près à quoi s'attendre malgré cette multiplicité de candidatures-là. Et donc, à côté de ces partis-là connus, il y a eu d'autres qui ont cru devoir déposer leur candidature. Et moi, je crois que ces candidatures-là étaient plus ou moins fantaisistes ou folkloriques. Ah bon? Disons, oui, disons les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Mais parce que lorsque vous regardez les motifs de rejet, même déjà au niveau de l'ECAM, on vous dit que quelqu'un est simplement allé déposer une candidature avec une photocopie d'acte de naissance. Et beaucoup là n'ont pas déposé la caution qui était de 30 millions. Mieux, des individus sont arrivés au nom de certaines formations politiques, mais vous sentiez qu'ils n'avaient pas d'appareil. Contrairement à des partis structurés tels les nôtres, où vous avez vu des candidatures se construire au fil des temps. Le président Bello a construit sa candidature au fil des temps et la conséquence logique, l'aboutissement logique de ce processus-là, c'était le dépôt et l'acceptation de sa candidature. Ça s'est fait longtemps avant. Bon, les cas anecdotiques, vous en parliez, ou bien indiquons-les. J'ai eu beaucoup de comment dire ça, une très grande
émotion relativement au cas du candidat Bessépine. Celui-là. Du référé. Oui. Je le dis, la star du moment. Oui, Voilà. je le dis parce que moi-même, je suis professeur de lycée. Et j'ai eu un collègue à qui on a suspendu, qui avait été suspendu de solde pendant 1 an et demi. Et j'ai vu ce que ça lui a fait. Ah, ça. Oui. Bon, déjà, nous ne gagnons pas très bien nos vies comme professeur de lycée. Et de là à ce qu'on vous enlève votre solde, moi, dans les années 90, j'étais tout jeune élève dans un lycée à Marois. Mais j'ai vu des professeurs de lycée perdre leurs épouses. D'autres ont été frappés par des AVC. Parce que vous avez plus de 400 000 francs. Un jour, vous allez à la banque, vous retrouvez à peine 60 000 francs. Et certains qui étaient endettés, qui avaient des crédits, revenaient avec moins de 20 000 francs à la maison. Mais je vous dis, des gens ont clamsé. C'est les conditions dans lesquelles les professeurs de lycée se déploient et vivent au Cameroun sont des conditions de vie à peu près infrahumaines. Et ça, il faut que l'État le comprenne. Voilà un fonctionnaire qui a fait toute sa vie, mais qui a à peine une cabane pour pouvoir vivre. Donc, il y a des efforts à faire au niveau du pouvoir d'achat des fonctionnaires, et le candidat qui est le mien s'engage à donner une réponse crédible à ce genre de questions et de problématiques. Maintenant, l'autre aspect de votre question, il y a eu un candidat qui est d'une certaine importance et d'un certain poids, le président Kamto, pour ne pas le nommer, et qui a aussi cristallisé une certaine ferveur de la part d'une certaine opinion aussi, signe de ce qu'il a quand même, il est un poids fort de la politique camerounaise. Je crois personnellement, il faut dire que lorsqu'on s'est investi pendant 7 ans pour préparer une candidature en mobilisant sa base, que ce soit la base d'ici ou d'ailleurs, personnellement, je crois qu'il a dû vivre un véritable drame. Mais la grandeur que nous lui connaissons veut qu'il s'élève au-dessus de ce malheur-là et qu'il sache que le Cameroun est notre bien le plus précieux et c'est pour lui que nous nous investissons. Et d'ailleurs, pour ne pas trahir un secret, le candidat qui est le nôtre, à savoir le camarade Bello Bouba Maïgari, est en pourparlers et devrait aller dans le sens de rencontrer ce candidat. C'est l'objet du deuxième sujet. Oui. On va en parler avec toutes les anses qui s'imposent quand le moment viendra. Ouais. Vous me laissez le temps de revenir avec le docteur Jean Moïse. Quand on parle justement de ces recalés, on a l'impression déjà, et vous l'avez dit dans votre premier jet, de comprendre qu'effectivement, ils ont joué leur partition et ils peuvent encore en jouer d'autres. Le cas du référé, il a déjà quand même suscité une attention particulière en lui. C'est un cas isolé, on peut le dire, mais qui peut être un cas qui peut améliorer une certaine alchimie pour le bien-être du Camerounais, parlant du fonctionnaire ou alors des agents de la fonction publique d'une manière générale. Tout à fait. En fait, quand on essaie de faire, de tirer un parallèle entre la mise en bouche que nous avons eue tout à l'heure, oui, les routes, par exemple, les travaux qui sont faits, et ce qui est en train de se passer avec le référé aujourd'hui, parce qu'il a été reçu par le MINFOPRA, montre bien que les problèmes sociaux au Cameroun peuvent trouver solution. Et les différents problèmes auxquels les citoyens sont confrontés peuvent trouver solution. Il faut simplement qu'on ait les acteurs qui sont non seulement disposés à apporter les solutions, mais qui mettent tous les moyens de l'État pour que les solutions puissent être accessibles. Là, on a un cas, et le professeur des lycées le rappelait tout à l'heure, le salaire des fonctionnaires est quand même difficile à admettre avec le coût de la vie aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'on se trompe, le secteur informel est très aléatoire. Et il donne l'impression que notre économie se porte bien. Mais à la vérité, il n'y a pas plus dans l'informel que les fonctionnaires, par exemple.
ils sont plus nombreux que l'informel. Donc, on a parfois, on commet souvent l'erreur de prendre l'informel comme un repère, comme une boussole, mais on oublie que tous les Camerounais ne sont pas forcément dans l'informel. Vous avez, un, les fonctionnaires, vous avez, deux, les opérateurs économiques qui rentrent dans les canons de la légalité, et puis vous avez ceux qui sont dans le chômage. Donc, quand le coût de la vie est élevé, c'est un problème sérieux qu'il faut affronter avec toute la rigueur qui s'impose. Ce cas est symptomatique, mais quand on essaye de ramasser les autres qui ont été recalés, et mon co-panéliste de l'UNDP le rappelait tout à l'heure, les causes, les motifs des rejets sont quand même assez évocateurs. Quelqu'un vous dit que je n'ai pas la CNI parce que j'étais occupé à chercher le remède de la mort. Donc, pendant, il a parlé de 25 ans, quelque chose comme ça. Pendant 25 ans, je cherchais le remède contre la mort, donc je n'ai pas eu le temps d'aller faire mes papiers officiels, et ainsi de suite. Il y a un problème d'éducation civique, il y a un problème même du contrat social dans sa globalité, parce que je monte au deuxième palier, qui est donc celui de l'absence des CNI. Certains disaient, non, nous, on est fatigués de marcher avec les récépissés, parce qu'il y a un problème de CNI. Combien de personnes sont informées qu'il y a une solution qui a été trouvée par le DGSN et qui est quand même en train de marcher? C'est-à-dire que nous, FSNC, on fait tout pour être honnête. Ce qui est fait, on dit que c'est fait. Il y a une solution qui apporte aujourd'hui au problème de la CNI. Mais beaucoup de personnes ne sont pas informées, beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Et certains candidats vous disaient donc, moi, je n'ai pas apporté la CNI parce que je ne l'ai pas. Et je voulais le dire au monde entier qu'on peut être un Camerounais sans CNI. Il y a un problème au niveau du contrat social à ce niveau-là. De l'autre côté, l'absence du bulletin numéro 3. Combien de Camerounais sont informés de son importance? Combien de Camerounais savent que c'est utile? Vous voyez là qu'il y a encore notre problème de communication entre les gouvernants et les gouvernés, qu'il faut absolument résoudre. Et nous pensons donc... un problème d'éducation à la limite. D'éducation, vraiment à la limite, vraiment tous azimuts. Parce que quelqu'un qui apporte un chèque sans provision, c'est fort. C'est très fort. Mais en fait, quand on lui a posé la question de pourquoi il n'a pas apporté cet argent, il a soulevé le même problème que M. Bessiping. À la seule différence que M. Bessiping a des preuves. Lui, je ne sais pas s'il a des preuves. Mais il disait que l'État lui doit de l'argent. Et il a fait un calcul et ainsi de suite. Mais vous voyez, ça montre bien qu'il y a un malaise plus profond que juste dire que ce candidat n'a pas apporté ci ou ça. Certains venaient, oui, de manière fantaisiste, mais je crois beaucoup plus pour se positionner pour les prochaines élections. D'autres pour poser un problème social où il n'avait pas de tribune. Et la seule tribune était donc l'ECAM et le Conseil constitutionnel, parce que au moins c'est en Mondovision et tout ce que je dis va être au moins entendu, va être su. On a entendu des candidats qui accusaient directement le chef de l'État de manière très dure sur le lac Nyos, sur les... Mais vous voyez, on a tout entendu parce que, à la vérité, le Cameroun, et dans ma casquette de société civile, j'ai l'habitude d'appeler au dialogue national. Parce qu'il y a une réparation qui doit être faite. Il y a un dialogue qui doit être construit de manière à ce que les blessures soient nettoyées, que les malaises... Un dialogue en continu alors? Un dialogue d'abord sur la vérité. C'est-à-dire que si vous questionnez le peuple bassa, parce que on va en parler au deuxième volet, mais le président Tiroma est rentré dans une vaste consultation de tous les différents corps. Et quand les bassins arrivent au FSNC, ils posent le problème de la marginalisation. Vous voyez que les anglophones, certains disent qu'ils sont marginalisés. Les bassins vous disent qu'ils sont marginalisés. Mais s'ils essayent de parler, on va dire, oh, les rebelles. Les préfèrent se taire et dire, celui qui va gouverner demain doit savoir que le peuple bassa a besoin de routes, a besoin d'eau. Vraiment, ce qui est le besoin de tous les Camerounais, en fait. Mais parfois, on a l'impression qu'on n'a pas de tribune. Donc, certains venaient trouver en cette rencontre nationale une tribune. Si déjà, un instant, on sait que ça, c'est un problème national. Comment doit-on se dire marginalisé? Alors, excellent. Pourquoi? Excellent. C'est un problème national à la base. Et on se rend compte que certaines communes connaissent certains changements. On se rend compte que certaines zones connaissent certains changements. De manière vraiment ramassée. Prenez les 10 régions du Cameroun.
quand on vous fait l'état de la quantité de routes bitumées que nous avons au Cameroun, combien de régions ont combien de kilomètres? Est-ce que c'est dans l'égalité? Est-ce que c'est dans la responsabilité? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais en toute froideur. Parce que si on ne le fait pas, quelqu'un qui a fait l'Ouest plusieurs fois comme moi, se rend compte que tout l'Ouest est goudronné. Celui qui fait le centre dans certains villages comme moi, c'est mauvais que tout l'Ouest soit goudronné. Eh bien, vous voyez pourquoi je dis que quand on dit qu'on est marginalisé, on regarde ce qui se passe ailleurs. Votre question est très juste. Hein? On est justement. C'est ça en fait l'esprit de cette élection présidentielle. C'est le dialogue. C'est le dialogue. C'est pour ça qu'au FSNC nous sommes la main tendue. C'est-à-dire que tous les Camerounais doivent parler de manière à ce que le prochain gouvernement intègre les réels problèmes des Camerounais. Pas les problèmes d'un parti, des Camerounais. Je dis donc que j'ai tracé le parallèle depuis Yaoundé qui est en chantier, M. Bessiping qui se plaint, mais quand on rentre dans les communes de manière plus globale, on se dit, si c'est possible à l'ouest, c'est possible au centre. C'est dans cet esprit qu'on parle. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un esprit de critique ou de négation de la réalité, de la vérité, mais on se dit, il y a des moyens dans ce pays. Il y a un monsieur qui est venu rencontrer le président Tiroma avant-hier, il vient des Bolova. Et il dit, tenez-vous tranquille, pour partir d'un point A à un point B dans la même région, je fais 3 régions. Si je veux une route goudronnée. On lui dit comment? Il dit, pour partir de Bolova à Kribi, il est obligé de passer par le centre, donc Nyon-Ekele, passe par le littoral, Edea, avant de rentrer dans le sud, Kribi. Pourquoi? Parce que c'est le seul axe qui est goudronné. Mais on nous a tout le temps parlé ici, il y a comme de Kribi qui était supposé être goudronné une centaine de kilomètres. On en a souvent parlé. Pourquoi ce n'est pas goudronné? Donc si ces populations-là se plaignent, elles se plaignent parce qu'elles voient qu'ailleurs, il y a un travail qui est fait. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire de manière très responsable. C'est qu'il faudrait que l'esprit de ce fameux, vous appelez ça quoi? La répartition nationale. Là. Il y a découpage administratif, où il y a un terme administratif qu'on a utilisé, l'équilibre régional. Dans l'esprit de l'équilibre régional, il faudrait que même les infrastructures suivent. Ce n'est plus juste une affaire de poste administratif, mais il faudrait aussi que les infrastructures puissent suivre. C'est pour ça que nous, en tant que parti républicain, nous disons que quiconque viendra gouverner le Cameroun demain est dans l'obligation d'écouter les Camerounais dans leurs réels besoins. Quand vous allez à la Banque mondiale et qu'on vous dit que nous avons aujourd'hui encore un taux de pratiquement 70% de crédits non consommés. Pourquoi? Parce que tout simplement les projets sont mal montés. Parce que quand vous montez un projet qui est en fait le besoin des populations, la Banque mondiale fait un compte expertise. Et il va se rendre compte que vous voulez faire un puits où il y a des problèmes d'électricité. Et quand on fait le recensement, les populations disent non, on veut l'électricité. Parce que l'on n'est pas loin de la maison. Mais quelqu'un a décidé de donner un ou deux machins à des petits copains, il impose qu'il y ait des puits. Alors, des problèmes comme ça, il faut qu'on puisse les résoudre. On a besoin d'hommes d'État sérieux. On a besoin de ministres sérieux. Pas pour dire que ceux qui sont là ne le sont pas. Mais on a besoin de ceux qui sont encore plus proactifs. Ceux qui sont plus engagés, plus portés au bien-être des populations. Parce que, voyez-vous, et je sors par là, nous ne sommes pas dans un vase clos. Nous ne pouvons pas vivre en reclus. Nous sommes dans l'Afrique centrale. Nous sommes dans la CEMAC. Donc, dans une fédération d'États qui est supposée être un bloc pour affronter et l'Afrique et le monde. Si donc les pays comme le Gabon sont en train de prendre des mesures importantes, si les pays comme la RCA prennent des mesures importantes, nous, on ne peut pas se contenter de la normale. On veut plus parce qu'on sait qu'on mérite mieux. Merci. Alors, avec vous, Franck, on va rester sur cette même logique parce que il nous regarde aujourd'hui et on peut le dire, la danse ne fait que commencer. Quand on parle de la présidentielle, le tout n'est même pas encore fait ou alors on n'a même pas encore commencé. Est-ce que ceux qui sont à la maison, qui ont été déboutés par le CC, peuvent se dire, bon, maintenant c'est mon tour, comme on a parlé des routes, je vais peut-être initier un projet et puis je vais le brandir. Si le gouvernement écoute ma voix, on peut faire comme l'autre. Bien, déjà, il faudrait que ça fasse partie des préoccupations profondes, justement, de ceux qui sont à la maison. À la maison. Vous voyez? Parce que, vraiment, je le dis humblement, l'expérience a démontré que la plupart, il y a des exceptions,
des aventuriers politiques n'ont pas pour préoccupation développer justement le Cameroun. Ah bon? Les aventuriers politiques. Je dis bien les aventuriers. Il y en a ceux qui sont sérieux. Vous voyez, ils n'ont pas pour préoccupation de développer le Cameroun. C'est-à-dire que la politique, c'est un tremplin qui nous permet de nous insérer socialement. Mais je vais revenir sur un élément important qu'il a ressorti brièvement, parlant justement des plaintes des populations. J'ai fini par réaliser que la plupart des plaintes sur lesquelles se greffent des analyses, parfois des analyses, ne sont pas objectives, sont subjectives. Pourquoi? Parce que dès lors que c'est une frustration, ce sont des frustrations qui inspirent une plainte ou une remarque, il est fort probable que vous ne soyez pas objectif. Et qu'est-ce qui explique donc ça? Ces derniers temps, je mène une réflexion, à mon sens, un peu intrigante. Voyez-vous, la grande majorité des populations camerounaises qui se plaignent du régime, parce que pour moi, la gouvernance, elle engage une responsabilité collective. Préfère dire du régime. Les raisons pour lesquelles on se plaint sont lesquelles? Ce sont des raisons essentiellement d'ordre physiologique. Et quand vous voyez certains qui sont exposés à la nostalgie relative à l'ancien président, on vous dit, les gens mangeaient bien, les gens ramassaient. Vous voyez que c'est toujours... Je me pose des questions à savoir, mais ça serait plus rationnel que les Camerounais se plaignent du fait que peut-être le régime n'a pas travaillé à suffisamment les réveiller. Élever le niveau de compréhension, de conscience. Parce que quand vous avez une population qui est réveillée, qui est éveillée, qui est pertinente, je parle très souvent de la pertinence morale et psychologique des populations, vous avez là des populations qui ne vont pas occulter ce que vous avez fait même en bien. C'est ça, vous voyez? Parce qu'il y a des actions qui sont menées, certaines actions qui sont menées, mais pourquoi est-ce qu'on ne les reconnaît pas? Mais tout simplement parce que vous n'avez pas aussi travaillé à donner suffisamment de clairvoyance à ces populations. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et fondamental. Et il y a également la question des salaires qui a été évoquée. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas l'augmentation des salaires qui peut résoudre la question de l'austérité salariale. Je ne pense vraiment pas. Je pense que, parce que l'un des facteurs qui justifie, je peux dire, la faiblesse de nos pouvoirs d'achat, c'est le fait que nous avons une économie qui est extravertie. On consomme beaucoup plus ce qui vient de l'intérieur, de l'extérieur, autant pour moi. Vous voyez. Or, si vous boostez votre production, vous boostez la production, certainement il pourrait y avoir un rabais sur les produits de consommation. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, comme le professeur sait, qui est approximativement dans les 250-300 000 francs, qui ne parvient pas à joindre les deux bouts, c'est le riz que vous lui vendez à 1000 francs, vous le vendez ce riz aujourd'hui à 500 francs, n'est-ce pas qu'il peut, vous voyez? Donc moi je pense que c'est dans cette optique-là que ceux qui vont prendre le Cameroun doivent davantage mener des réflexions, parce que je sais que des réflexions certainement ont été menées sur comment booster notre production, promotion du Made in Cameroun, question de donner un peu plus de vigueur, un peu plus de santé sur le portefeuille, dans le portefeuille de nos populations. Merci. Et vous nous laissez l'occasion d'aller visiter quelques réactions des téléspectateurs. Mais avant cela, nous voulons souhaiter la bienvenue à notre invité. Notre autre invité, il s'agit de Serge Siméon Numba, qui nous a rejoint ce soir sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Renaud, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et je souhaite, tout en m'excusant, bon débat. Mais c'est nos embouteillages, c'est nos routes. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Je savais que vous ne sauriez aller sans toutefois évoquer la cause de votre retard, mais on comprend aussi que il ne peut jamais avoir d'omelette sans qu'on casse les œufs. Les embouteillages, on nous a fait comprendre que c'est dû à ces travaux qui sont engagés dans la ville de Yaoundé. Certainement, moi j'ai vu. Il y a des travaux qui sont en train de se faire. Et justement, c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de désagréments que nous observons. Bon, nous espérons que le maire de la ville va continuer
que ce ne soit pas seulement pour des buts électoralistes. Merci, je me retourne vers vous, Léonide, pour peut-être l'avant-dernière prise de parole à ce sujet. On parle des recalés parce qu'on n'aura plus assez de temps pour venir et en faire un débat sur eux. Avant d'aborder le second sujet qui peut-être peut être lié avec celui que nous épiloguons depuis, mais je voudrais insister là-dessus et poser fondamentalement la question comme indiqué sur le synthé, que peuvent-ils? Voilà, il faut d'abord catégoriser les recalés. La politique obéit à une logique, c'est la consistance, le poids politique. Et ceux qui ont du bagou politique dans le nombre de ces recalés-là, on les connaît. Ils ne peuvent pas suffire sur les doigts d'une main. Et ceux-là, nécessairement, auront un rôle. Ou alors doivent pouvoir se donner un rôle. Parce que j'ai vu des frustrations. Certains disent que comme on a recalé tel candidat, alors je demande à tous les autres candidats je demande aux électeurs qui se sont fait enregistrer et qui se sentent solidaires de lui de ne pas aller voter. Mais ça, c'est un crime contre sa conscience et un crime contre sa nation. Attention, le Cameroun est beaucoup plus grand que nous. Si, d'ailleurs, les Sénégalais nous ont fait un bel exemple de ce que je suis en train de dire. Alors, lorsque Sonko a été recalé, il a dit aux Sénégalais, attention, il n'y a pas que Sonko, je vous demande de voter Diomaye Faye. Diomaye, c'est Sonko. Votez-le. Donc, la responsabilité des candidats qui ont été recalés devant l'histoire, mais c'est de savoir se transcender et de penser que le Cameroun est beaucoup plus grand qu'eux. Et que les espoirs... Et je te le disais, Jean-Bruno, ça il faut le redire. Quand quelqu'un a préparé une échéance pendant 7 ans, vous avez vu ce leader tenir l'opposition avec un très grand doigté, une forte maestria, gêner le pouvoir aux entournures pour présenter les problèmes des Camerounais. C'est vrai, c'est un problème pour son groupe. Gêner le pouvoir ou bien présenter le problème des Camerounais? Il y a ça. Parce que est-ce qu'on se comprend, hein? Si vous ne faites pas le travail de l'opposition, mais quand vous posez les problèmes des Camerounais, vous gênez le pouvoir. Oui. Qui veut se tourner les pouces, vous le gênez. Donc, ce n'est pas que un problème pour son groupe politique qui se voit écarté du jeu, mais également pour lui-même. C'est aussi un problème pour lui-même qui a mis du sien et qui charrie une très grande charge émotionnelle liée à ce renvoi-là. Donc, humainement, ça se comprend. Mais je dis, il faut transcender cette déception-là et savoir que le Cameroun est plus grand que nous. Et moi, je sais que ce candidat saura voir le Cameroun plus grand que lui. Et je crois d'ailleurs que c'est dans ce sens-là qu'il a accepté les résultats ou alors la décision du Conseil constitutionnel relativement à sa candidature et qu'il est rentré se reposer chez lui. Le premier vice-président du parti auquel il appartenait et qui est aujourd'hui président par intérim a demandé aux Camerounais de prendre cette décision dans le calme et dans le pur respect des institutions. Et je crois que c'est ce qui s'est fait. Donc, par rapport à ces candidats, je crois qu'il y a une conscience nationale qui se dégage de leur comportement. Ils ont un rôle à jouer. Et ça, il faut le reconnaître. Ils ont un rôle à jouer dans ce qui se fera et à l'avenir que nous voulons proposer à notre pays. Et de manière républicaine, nous souhaitons qu'ils rallient la cause que nous défendons. Voilà. Ça s'appelle appel de balle. Merci pour votre réaction. On va quand même laisser le soin aussi à Serge de coller son premier regard à cette actualité relative à la présidentielle 2025. La question, quel avenir pour les recalés, Serge? Merci Jean-Renaud. Je voudrais dire
pour moi, tous les recalés ont la même capacité. Tous. Tous. Oh. Chez nous, au SDF, one man, one vote. Vous comprenez? Je ne comprends pas pourquoi on va se focaliser sur un candidat. Sincèrement. Parce que c'est comme pour vous, c'est comme si le ministre, par exemple, le ministre d'État Bello Nérien. C'est ce que vous voulez. Je dis tous les recalés. Il n'est pas recalé, hein, le ministre d'État. Non, je prends un exemple. Non, il n'est pas recalé. Voilà, ne plaît pas. Je suis en train de dire ceci. Qu'on ne stigmatise parce qu'on ne soit pas focalisé sur un candidat. Et c'est à ce niveau que je dis, je prends l'exemple que de citer un nom, par exemple. Mais vous pouviez dire Joshua aussi. Mais je suis en train de dire ceci. Oui. Tous ceux qui ont été recalés. Le ministre n'a pas, le président de l'UNDP n'a pas été recalé. Donc, vous avez maladroitement cité son nom. Non, vous n'avez pas compris. Citez donc celui d'Aussi aussi. Aussi, Joshua aussi, c'est mon candidat. Pourquoi vous voulez donc citer le candidat? Non, je suis en train de dire, nous parlons des recalés, et j'étais en train de dire, il ne faut pas qu'on se focalise sur un individu. Parce que chacun a une voix. Chacun a une voix. Alors, parce que ce que vous êtes en train de dire, on a passé beaucoup de temps. Sachez que, par exemple, au SDF, nous sommes à 35 ans de l'opposition. L'opposition n'est pas née en 2013 ou bien en 2018. Et nous parlons de la construction nationale. Ce qui veut dire en clair que le Cameroun non seulement existe depuis, mais il y a eu des opposants et les gens ont construit. Laissez le soin à chacun qui a été recalé de se parce que vous laissez l'impression que si tel n'est pas, c'est les Camerounais qui souffrent dans leur chair par rapport à leurs problèmes. Ce qui veut dire que quoi? Même si on vient avec, je ne sais pas, un estropié, on le met là. Il a rempli les conditions. Les Camerounais vont le voter. Un extropié. Un estropié. Oui. Les Camerounais vont le voter. Parce que tous les problèmes du Camerounais, on sait. Le messianisme dans ce pays, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Donc il faudrait qu'on comprenne que si tous les recalés avaient des projets politiques, il est temps qu'ils aillent remettre à leurs frères, à leurs concitoyens qui ont été retenus dans cette liste de 12 candidats et les soutenir. Il n'y a même pas de conditions parce que quand vous parler, parce que j'ai constaté en Cameroun, c'est dit un certain clientélisme dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Voilà mon projet de société. Voilà mon projet de société, mon frère. Nous pouvons évoluer ensemble. Mais, et comme vous connaissez l'égoïsme des Camerounais, il y en a qui ne vont pas se plier à cet exercice. Vous avez cité le cas de Sonko, qui est même l'exemple régulièrement cité par un certain candidat recalé. C'est-à-dire chaque fois là, c'est cet exemple qu'il citait. Mais est-ce que ce candidat va faire la même chose? Et je vais vous dire, nous avons passé des mois, j'ai dit des mois au Cameroun, à parler soit de mandat impératif, pas de ceci. Lui, il a son problème avec ce candidat. Après, on se retrouve ailleurs. Certainement, vous ne voyez pas que d'autres candidats qui ont été recalés sont d'une certaine probité. Ils sont d'une certaine probité morale, s'il vous plaît. Mais je ne voudrais pas qu'on en débatte, qu'on revienne là-dessus. Parce que c'est devant, les Camerounais doivent regarder maintenant devant. Parce que même les appels à insurrection, nous n'en avons pas besoin. Vous le savez. Vous avez vu la ville, enfin le pays a été militarisé pendant qu'on donnait le verdict du Conseil constitutionnel. Ce n'était pas l'affaire des autres candidats. Merci. Sincèrement. Donc il faudrait que le Cameroun,
chacun sait qu'il va passer et le Cameroun restera. D'accord. On va donc aller au message. Oui, vous voulez fait, rapidement réagir? La scène qui vient de se passer, elle est très importante pour moi parce que je fais partie de ceux qui appellent déjà de tous leurs vœux aux États généraux de la politique au Cameroun. Les États généraux de la politique vont nous aider à résoudre ce genre justement de situation. Les États généraux vont permettre justement de parler de l'histoire de la politique au Cameroun, des différents acteurs, mais aussi de nous actualiser à la réalité actuelle. Voilà un candidat qui a réussi à attirer autour de lui les différentes frustrations et qui a utilisé un ton qui arrangeait justement la jeunesse, la diaspora et certaines personnes qui se reconnaissaient dans ce ton. Mais au Cameroun, vous avez une autre catégorie comme le SIF et naturellement les autres partis politiques, les anciens, qui aussi réfléchissaient dans le volet d'être modérés, d'être tempérés, d'éviter le messianisme, mais dans l'évolution, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Et parce qu'on ne peut pas les éviter, il faut les gérer. Et aujourd'hui, des phénomènes comme celui de Kamto vont se multiplier. Parce qu'avant d'arriver au phénomène Kamto, n'oublions pas que dans notre histoire, il y a eu le phénomène Nidjon Fundi. C'était un phénomène qui a bougé le Cameroun. Issa Tiroma Bakari, c'était un phénomène. Belou Bamagari, c'était un phénomène. Et on peut citer d'autres. Donc, il y a une nouvelle forme de phénomène politique qui se manifeste. Si on ne s'adapte pas, on va finir par avoir l'impression que, comme mon frère a dit, peut-être qu'il a un problème avec ses candidats et ainsi de suite. Mais au fond, en fait, je l'ai dit d'entrée, c'est l'engouement. Hein. C'est-à-dire que tous les Camerounais ont des problèmes, cherchent qui peut parler pour eux et qui peut apporter des solutions à leurs problèmes. C'est notre souhait. Mais fondamentalement, qu'au 12 novembre, qu'on ait un leader qui soit réconcilier les Camerounais. Merci. Dans leur divergence, dans leur diversité, dans leurs challenges, dans leurs défis, pour nous mettre ensemble. Et c'est par là que je voulais finir. Pour nous mettre ensemble. Parce que si on ne se met pas ensemble, en nous respectant mutuellement, nous allons nous autodétruire. Et ce sera fatal pour nous, pour les générations à venir. Le message est passé. On prend donc ces quelques réactions des téléspectateurs. Bonsoir le plateau. Franchement, que le monsieur du FNC arrête les points gratuits qu'il attribue au DGSN. La CENI aujourd'hui est plus chère d'abord, ensuite devenu plus compliqué. Il faut faire un tour dans ces centres d'enrôlement, voir comment les usagers sont debout pendant toute une journée. Certains reviennent même plusieurs fois pendant des mois avant finalement de réussir à être enrôlés. Un vrai calvaire. Faites-y un tour. Vous allez vous-même déguster l'amertume. C'est Charles de Douala qui nous écrit. C'est un bon message. On va le lire. C'est tout. Voilà. Ça, c'était le message nous envoyé par Charles. Bonsoir le plateau. Bonsoir Jean-Bruno. Un panéliste parlant de Kamto a dit: quand on s'est mobilisé depuis 7 ans, j'estime que c'est faux parce qu'on ne prépare pas l'élection sans s'organiser à avoir les élus. Monsieur Kamto a préparé autre chose, mais pas l'élection de 2025. C'est Zambo de Yaoundé qui nous écrit. Et là, je pense qu'il s'adresse directement à Léonide parce que c'est lui qui a parlé de 7 ans de préparation. Bonsoir et très bonne émission à vous. Pour moi, les recalés doivent faire un bloc derrière le professeur Kamto pour soutenir un candidat sérieux comme, on va pas citer les noms, hein, ou encore... je dis pas de nom, qui sont des pions qui n'ont jamais été aux côtés de Kamto pendant qu'il était victime des injustices du... On ne cite pas aussi, c'est Achille de Malabo qui nous écrit, parce qu'il a voulu parler d'un ministère. Là, nous ne sommes pas là pour ces autres cas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à votre panel. Tous ces gens qui se font appeler opposants sont dans la chaîne de télévision tous les jours pour parler du changement en disant qu'ils parlent du peuple. De quel peuple s'agit-il et que veulent-ils changer? Et si ce n'est la personne par qui le changement est arrivé, la vérité est que tous ces gens sont là parce qu'ils estiment que le gâteau est mal partagé. Et aujourd'hui, c'est leur tour de s'en approprier. C'est la soif du pouvoir et non le changement. Senga Bassala, Bessala, Joseph Désiré depuis Emana qui a pensé à nous ce soir. Merci à vous, très cher Désiré. Bonsoir à vous, soyez bénis et que le puissant Dieu Jésus-Christ vous accompagne. Merci
Dieu est avec nous. C'est très normal. Bonsoir Jean-Brunet Fangono, ainsi qu'à vos panélistes. La porte du FNC, voilà, ça veut dire que le porte-parole, c'est ce que ce message voulait plutôt dire, a bien parlé. Voyez-vous, pour payer là, il faut que tout le monde challenge le président avant d'être payé. La dette flottante est aux oubliettes du ministre des Finances. Les hommes leur donnent rendez-vous le 12 octobre. Le régime va lire l'heure. Un autre argentier viendra régler cette dette wait and see. C'est M. Ouba depuis Douala qui a envoyé cette contribution. Bonsoir à tous sur le plateau. Comment les recalés, par exemple, le professeur Maurice Kamto va encore soutenir les autres candidats alors que certaines formations politiques ont jubilé de son rejet de candidature. Notre opposition m'inquiète, le parti au pouvoir risque encore de gagner. C'est Charles de Jouvence, ici à Yaoundé, qui a pensé à nous cette autre contribution. Bonsoir à tous sur le plateau, à vos millions de téléspectateurs, je les salue aussi. Les recours devant le Conseil constitutionnel ont révélé des choses et cela aura des répercussions sur nous tous et surtout pour ceux qui auront certaines ambitions pour aller à l'étranger. La certification des papiers. Bonne émission, c'est Jean-Paul depuis Ndéry. Lui, il voit déjà autre chose. Hein. Vraiment. Vachal aussi a pensé à nous depuis Bonabéry. C'est le plateau. Nous attendons le mot d'ordre du président. Non, ce message, je ne peux pas le lire. Je ne peux pas le lire. Vous allez vraiment me l'accorder. Alors, on fait un dernier tour de table sur ce sujet. Je commence par vous, Léonide. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour peut-être rappeler qu'on reste camerounais avant et après tout, pour les récaler? Oui, je crois que il faut savoir que au-dessus de tout, il y a notre nation. Que nous avons le devoir de construire et que la période de campagne électorale et d'extractation d'avant-campagne, cette période-là qui va s'ouvrir, devrait permettre aux leaders politiques de se rencontrer et de former, déjà de parler entre eux, mais de savoir que s'ils ont des idées qu'ils ont pu porter parce que le Cameroun est plus grand, si X n'est pas devant pour les porter, dans le cas d'une alliance et des pourparlers qu'ils peuvent avoir avec un leader, ils peuvent également lui donner mandat de porter ces idées-là. Je vois la question de la diaspora, elle est importante. Quand la diaspora pose la question de la double nationalité, et moi j'en ai, dans ma famille, j'ai des gens qui sont dans la diaspora et qui ne comprennent pas pourquoi pour venir au Cameroun, eh bien, c'est la croix et la bannière. Hein? Il faut qu'ils aillent prendre le visa. Non seulement qu'ils aillent prendre le visa, mais lorsqu'ils doivent investir au Cameroun, mais on les prend pour des étrangers. Et ils ont souvent eu envie d'investir à travers leurs frères et sœurs restés au pays. Et vous savez, toute la misère dans laquelle nous vivons ici, à telle enseigne que dès que le moindre franc vous vient de l'intérieur, vous vous l'appropriez et vous en faites l'usage qui n'a pas été destiné pour ce franc. Et donc, beaucoup de Camerounais ont souvent eu ces désagréments-là. Donc, le problème de la double nationalité ou bien de la plurinationalité est important pour le Cameroun. Et d'ailleurs, des pays comme le Sénégal ou bien le Mali, qui ont pu en faire bon usage, voient les envois en termes financiers de leurs nationaux qui sont ailleurs venir doper leurs économies. Et donc, le Cameroun doit aussi comprendre que cette diaspora importante, et elle peut nous aider à doper cette économie. Et donc, ça, c'est une question qu'un candidat avait fortement portée et que d'autres candidats peuvent porter comme idée de manière à donner une solution à ce problème-là. Il y a le mal-vivre des Camerounais qui est endémique. Les projets politiques que d'autres candidats en font état et préconisent des solutions, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan social, ou même sur le plan
de l'éthique de la redistribution, parce que ça aussi c'est un problème au Cameroun aujourd'hui. Quelqu'un me parlait tout à l'heure de dire que non, les fonctionnaires camerounais sont relativement bien payés. Non, ne le dites pas. Nous sommes dans un marché qui se veut globalisé. Ce n'est pas parce qu'au Cameroun, on te donne 10 000 que celui qui a fabriqué, il a un coût, par exemple, de revient d'une feuille de tôle de 10 000. Ce n'est pas parce que toi, au Cameroun, tu ne peux pas lui acheter cette feuille de tôle à ces 10 000 francs-là qu'il propose au marché, que lui va te réduire le prix parce que, dit-il, toi, tu es pauvre. Non, le marché se globalise. Et j'aime souvent à vous dire que les Camerounais qui ont des plantations, ça veut dire on sait pas comment. Les Camerounais, je vais effectivement, ça veut dire. Les Camerounais qui ont des plantations de manioc, de plantains aujourd'hui, préfèrent aller les vendre en Guinée équatoriale et au Gabon, là où c'est bien payé. Donc il faut bien payer les Camerounais. C'est un essentiel. Et dites-vous, quand vous voyez ces milliers de jeunes qui vont mourir en Méditerranée, qui traversent l'océan pour pouvoir se rendre en Occident et tout cela, que l'on chasse au Gabon. Vous êtes content de ça? Donc, il y a un problème de niveau de vie au Cameroun et que nous devons rattraper. Ce n'est pas seulement le cas au niveau de la fonction publique, même dans le privé, nous avons des efforts à faire. Et le Cameroun est suffisamment, comment dire ça? Outillé? Non, bien loti sur le plan des richesses. Des ressources. Oui. C'est aujourd'hui que l'on découvre que l'on a un sous-sol riche et que l'on doit pouvoir lancer l'industrie minière et que les gens de l'Est sont assis sur de l'or, hein, mais dans une pauvreté des plus abjectes, que des femmes sont séquestrées dans des hôpitaux. Vous trouvez ça normal? Non. Il y a quelque chose à faire. Un relèvement est nécessaire pour ce pays. Et je dis, ces projets-là, vous allez les voir dans les offres. D'ailleurs, la nôtre, celle de mon président national. Donc, voilà. Merci. Alors, Franck Carlin, un mot dernier sur le sujet, parlant des recalés. On a peut-être essayé de faire le tour, et cela autant que se peut. Mais qu'est-ce qu'on se dit quand on sait que aujourd'hui, on est justement d'emblée dans la présidentielle et que des gens comme cela, et bien sûr, Serge disait que tout le monde est utile, et vous-même aussi, tous l'avez d'ailleurs dit. Qu'est-ce qu'on se dit pour sortir justement de ce pan? C'est simple. Les recalés sont mis à l'épreuve en rapport à la considération ou alors la préservation de l'intérêt supérieur de la nation. Ça veut dire qu'ils sont supposés c'est profond, là. Représenter une expertise, un savoir-faire, une vision des choses, en rapport avec le changement au Cameroun, donc qu'ils le mettent à la disposition des autres. Il y en a qui ont été retenus, qu'ils essayent d'identifier, c'est-à-dire ceux avec lesquels les idéologies peuvent un temps peu s'arrondir ou faire route ensemble, qui mettent dans leur disposition leur expertise et leur vision à la disposition des autres. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Serge Siméon? Merci une fois de plus, Jean Renaud. Je voudrais dire que, bon, à la suite de notre frère, l'idéologie au Cameroun, l'idéologie politique au Cameroun n'existe pas. Vous devez constater que on peut voguer d'un parti politique à l'autre. Oui, sans que sur le plan de l'idéologie de ces partis, vous n'observiez un rapprochement. Ça existe chez nous. Et pour coller encore un mot de plus sur ce sujet, je voudrais rappeler que les leaders des partis politiques au Cameroun se comportent comme si, je ne sais pas, les militants étaient des prisonniers. Ils se comportent comme si ils ont le droit de vie et de mort sur les ambitions politiques de leurs camarades. Au SIF, pas ailleurs. Il n'y a, monsieur, au SIF, pas ailleurs. Ça veut dire que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne au Cameroun. Bon, si vous ne connaissez pas comment ça se passe dans mon parti politique, non. Dans l'UNDP, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça au SIF. Non.
Oui. Non. Oui. Parce que vous devez C'est observer. Foundi qui coupait les têtes de tout le monde avec, c'était quoi, le 8-2 là, non? Je vais vous dire une chose. Celui. Ne confondez pas parce que la discipline qu'il y a dans les partis politiques, c'est comme la loi de la République du Cameroun. Ça ne veut pas dire qu'un leader d'un parti politique, parce qu'il sent que vous pouvez être son challenger aux élections, soit présidentielles ou bien de quoi que ce soit, ils sont un communiqué où vous dit, monsieur, vous ne faites plus partie de ce parti. Ah, c'est lui qui faisait ça. Mais je suis en train de... Il parle de celui. Laissez John Foundi, mon père. John Foundi est mort. Même celui-là, lui, il fait aussi John Foundi est mort. John Foundi... Parce que c'est vous qui êtes en train de coller un nom à mon développement. C'est vous qui êtes en train de coller un nom à ce que j'ai dit. On dit que le jusqu'ici faisait mal là-bas. Jusqu'ici, je n'ai pas dit que c'est tel. N'est-ce pas? Mais j'ai dit dans les partis politiques. Pas chez nous. Si ça continue comme ça continue là, Jean Bruno, n'est-ce pas? Parce que même le ministre de l'application territoriale a laissé les Camerounais dans les griffes de ces messieurs, c'est-à-dire que c'est ces leaders pendant longtemps. D'accord. Vous comprenez? Oui. Et quand vous créez l'indiscipline dans votre parti, quand vous êtes, c'est-à-dire le président est là, il ne peut plus admettre que quelqu'un d'autre émerge. Parce qu'il y a des partis politiques aujourd'hui là, que si on dit décès du leader, ou bien que, comme on vient de voir, avec certains candidats recalés, le parti est fini. Avec certains candidats recalés, s'il était question qu'on devait remplacer plutôt, en fait, en fonction de notre loi électorale, qu'il était question que vous deviez produire un autre candidat, il ne devait plus en avoir. Parce qu'on a passé le temps à saquer toutes les velléités présidentielles dans le parti. Donc il est important que le MINAT, même la loi électorale, il faut mettre ça dedans. Merci. Parce que j'ai vu dans d'autres pays comment l'État régule ces choses-là. Que les militants d'un parti politique, qui sont nos citoyens, ne soient pas laissés à la merci d'un individu futile, le président. Merci. Parce que c'est fréquent. Jean-Moïse, en 30 secondes, vraiment, parce que nous avons ce deuxième sujet à aborder. 30 secondes. Moi, je voulais tout simplement dire quelque chose à mon grand frère du SIF, lui suggérer d'éviter d'être péremptoire dans les déclarations qu'il fait, parce que quand il dit qu'il n'y a pas d'idéologie politique au Cameroun, ce n'est pas vrai, parce que le SIF lui-même est déjà dans une idéologie. S'il dit que ça n'existe pas, ça veut dire qu'il se dénie lui-même, et ce n'est pas bien de dire systématiquement, il faut relativiser. Moi, je pense qu'il faut relativiser parce qu'en politique, il est mieux de parler de sa chapelle avec assurance parce que les autres peuvent vous démontrer rapidement le contraire. Maintenant, je veux revenir sur le message de notre frère de Messassi qui a parlé de la responsabilité historique de l'opposition au Cameroun. Elle est historique. Elle est historique. Parce que quand on se souvient que le président Nidon Foundi a fait tout ce qu'il devait faire et qu'il a passé le bâton, et il a passé le bâton avec une vision, avec une espérance. Et les autres qui sont restés vivants aujourd'hui portent cette espérance. Il est urgentissime que tous les partis d'opposition comprennent bien. Et là, je suis bien d'accord avec le SIF. On ne peut pas se permettre d'aller dans le messianisme. J'appelle donc tous les partis politiques, non pas moi, mais le président Issa Tiroma Bakari, qui a la main tendue, tend la main à tous les autres. Et je sais que les autres le feront aussi, pour que non seulement ces recalés, comme M. Manson disait, soient des expertises dans la dynamique qui est la nôtre, mais que nous ne puissions pas, ce jour-là, faire honte ou donner raison à ceux qui disent que l'opposition n'est rien, à ceux qui disent que l'opposition c'est des opportunistes, à ceux qui disent que l'opposition c'est des vendus. Nous sommes face à une responsabilité historique. Il est donc urgentissime qu'on se mette ensemble et qu'on montre aux Camerounais que nous sommes là pour le bien de tous les citoyens. Pas pour le bien de nos partis politiques, pas pour le bien de nos ventes, mais pour le bien naturellement des citoyens. Et si on ne parvient même pas à renverser l'ogre billard, qu'on soit une force tellement présente, tellement puissante, où les lois se décident pour changer ces lois. Donc, cette présidentielle est une présidentielle qui va donner un tournant de libération totale au Cameroun. Si l'opposition est responsable, ou alors, comme le président Issa Tiroma disait, si rien n'est fait, on aura encore 20 ans de complexité sociale à gérer et ce sera la faute des populations.
Merci à vous, messieurs. Merci déjà à ceux qui nous regardent à la maison. Juste une courte pause pour prendre le second volet de l'actualité établie pour la circonstance. À tout à l'heure. De la présidentielle, cette fois pour nous interroger sur la probable coalition entre professeur Maurice Kamto et l'opposition. Pourquoi l'appeler ici? C'est justement parce que lui, il est dans la liste des recalés dont on faisait état tout à l'heure, mais alors avec une quelconque force dont on ne saurait nier, et il est temps qu'on s'interroge à propos sur une probable coalition avec l'opposition. Je commence par vous, très cher Léonide Mfumu. Vous avez déjà annoncé bien de bonnes nouvelles pour ce qui est de l'opposition, mais aujourd'hui, on a cette interrogation qui taraude dans l'esprit de certains Camerounais. Kamto est à la maison, oui, mais il peut encore jouer une autre carte dont on ne connaît pas la provenance et même l'efficacité, je voudrais même dire le point. Oui. Ce que je veux d'abord te dire et dire aux téléspectateurs, c'est que le Cameroun est décidément à la croisée des chemins. Il est à la croisée des chemins. Maintenir son système, c'est d'ailleurs à la vue de cette difficulté-là que, par responsabilité et par devoir, le président Bello s'est levé et s'est constitué en alternative pour les Camerounais, parce qu'il est quand même un des héritiers politiques du premier président de la République du Cameroun avec le président Paul Biya. Donc, il n'a pas cru devoir laisser ce pays céder à l'impasse et au vide. Parce que justement, si vous voyez dans le camp du RDPC aujourd'hui et du pouvoir, il n'y a pas de véritable alternative à Paul Biya, lui qui aujourd'hui est presque au soir, disons-le véritablement au soir de sa carrière politique. Donc, c'est aux Camerounais de se ressaisir et de reprendre le destin de la... Attendez, Léonide, vous parlez de vous et vous parlez aussi de l'autre parti. Chaque maison a sa cuisine interne, je pense. Nous parlons du Cameroun. Mais vous avez... Et c'est lui qui est le président de la République du Cameroun à l'heure. Vous parlez du manque d'alternative au sein du RDPC. Ben, ça, c'est parler de la maison d'en face. Oui, justement parce que nous estimons que Paul Biya a déjà assez fait. Et il a beaucoup fait pour ce Cameroun. Et les Camerounais lui ont fait l'honneur de lui permettre de diriger leur pays pendant plus de 42 ans. C'est assez. C'est assez. Donc nous avons besoin d'une nouvelle vision. Et c'est pour cela que le président Bello s'est levé. Et donc, revenons à la coalition dont vous parlez. Voilà les raisons. Mais plus objectivement encore, lorsque nous regardons parmi les forces qui se sont constituées au niveau de l'opposition camerounaise aujourd'hui, le ministre d'État Bello Bouba est celui qui présente la meilleure, sinon la candidature la plus reluisante. Tenez, son expérience sur le plan politico-administratif. Il a été secrétaire général adjoint à la présidence. Il a tenu un portefeuille ministériel. Le temps là arrive. Ce temps arrive. C'est ça. Ce temps de nous dire qui est Bello. Ce temps arrive. Mais vous dites qu'il faut constituer une coalition avec Kamto. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de poser des questions. Oui. Elle ne peut pas se constituer dans les vides. Il faut quand même des indicateurs qui vont permettre aux Camerounais de dire que tel ou tel peut. Mais moi, je puis déjà vous rassurer que l'UNDP est en pourparlers, est en négociation pour déjà aider au relèvement, j'allais dire, psychologique de cet homme qui a été meurtri. Je vous dis qu'il est dans cette chose. Il la prépare depuis. Et nous, les leaders de l'opposition, nous devons comprendre l'étendue de la meurtrissure, de la blessure qu'il a eue, et l'aider à se relever. Mieux, l'aider à savoir que le Cameroun est plus important que sa propre personne, et que les idées qu'il portait, d'autres véhicules, d'autres identités, d'autres personnalités sur la scène politique, peuvent les porter, et pour que nous arrivions au changement que les Camerounais attendent, et dans les urnes et dans la paix. Ça, c'est possible. Et donc, nous sommes en train de construire cette alternative et beaucoup de forces
nous n'avons cité que cette tractation-là. Mais il y a beaucoup d'autres tractations que nous avons entreprises et qui vont comment dire ça, donner de la voix et se manifester à la présence des Camerounais au fur et à mesure de cette élection. Donc, le candidat que vous indiquiez reste quelqu'un d'important et nous l'appelons à se transcender et à savoir que le Cameroun est plus grand que lui. D'autres frères, d'autres camarades de lutte peuvent poursuivre le combat qu'il a entamé et le mener à bon port. D'ailleurs, si vous voyez l'âge des seniors qui sont sur la scène politique aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il était à son dernier jet. Il peut encore faire beaucoup de choses, mais il faut qu'il sache faire preuve de générosité dans sa façon de voir les choses. Ah oui, Franck et Carl, on parle aujourd'hui de cette élection d'octobre prochain, mais alors, quoi qu'à la maison, il y a un recalé dont le nom ressort à tout bout de champ et qui peut même jouer une carte d'une importance à secouer. Kamto, on parle de lui et d'une probable coalition avec l'opposition. Cela est-il possible? Je vais répondre à vos questions par un témoignage. Oui. Que j'ai tenu une réunion avec certains hommes politiques il y a cela plus d'un an par là. Et je leur avais posé une question simple. Qu'est-ce qui explique le fait que nous sommes 10 et chacun prétend être un acteur de changement, si vous voulez, un potentiel acteur de changement. Mais qu'est-ce qui explique le fait que nous ne sommes pas capables de coaliser ce que nous représentons en termes d'expertise pour peser? Je leur ai dit qu'il y a deux hypothèses, pas croire. Soit personne de nous là n'est acteur de changement, soit il y a une seule personne, mais pour l'instant, il n'est pas capable d'entraîner les autres. La question de la coalition au Cameroun bute sur deux principaux obstacles. Premier obstacle, il y a des égos, des individualités, l'individualisme si vous voulez. Il y a ces égos, ce qui fait que c'est chacun, pour la plupart du temps, qui veut être la figure de proue de cette coalition. Le deuxième élément, c'est qu'il faut le reconnaître, dans les partis d'opposition, il y a des partis satellites. C'est-à-dire des partis qui sont le fruit de l'imagination du régime. Ce qui fait que ce sont ces partis parfois qui jouent des troubles faits dans l'opposition. Ils sont là, en réalité, pour barrer la voie aux véritables opposants. Ce sont les principaux. Il y en a d'autres. Bon, vous voyez donc, c'est dommage. Maintenant, s'il fallait que l'on réponde de manière pratique à la question rapport avec l'implication ou pas de M. Kamto, vous voyez, tout projet politique repose sur une vision précise. Et la vision en elle-même repose sur l'idéologie. Si vous n'avez pas d'idéologie, vous n'avez pas de vision. Seulement, l'idéologie se construit dans le temps. Ce n'est pas spontané. Et si c'était peut-être ce que voulait dire Serge tout à l'heure, quand il a parlé du manque d'idéologie politique, peut-être qu'il se disait que ce n'est pas encore fondamentalement construit. Je ne voudrais pas faire pour l'instant un procès d'intention sur la question d'idéologie. Procès d'intention au parti politique. Je sais une chose, que l'idéologie, elle ne vient pas forcément de celui qui la porte. Il en est dépositaire. Ça veut dire l'idéologie, dans le fond, vient, on peut dire, des points verticaux. L'idéologie, c'est une chose qui est réelle, même si plus jeunes ne le savent pas. Ça veut dire que l'idéologie, en elle-même, quand elle est construite, elle est forte, elle dégage une puissance extraordinaire. Mais seulement, je disais tantôt que ça se construit dans le temps. Vous êtes une idéologie. Si vous avez 40, 50 ans, c'est 50 ans de construction. Donc, quand vous êtes donc dépositaire d'une idéologie, vous savez que pour impacter les masses, vous devez prendre le temps aussi pour la construire dans ces masses. Donc, si vraiment Kamto est représentatif d'une idéologie, c'est justement l'occasion pour lui de mettre cette idéologie, alors cette expertise, à la disposition de ceux qui sont ouverts à cela. Pour moi, c'est vraiment simple qu'il la mette. Bon, maintenant, savoir si cela est faisable ou pas, il est vrai, ayant dégagé certains points d'obstacle,
je ne suis pas très bien placé pour me prononcer de manière péremptoire. Donc c'est pourquoi je préfère observer pour la suite. En attendant la suite, nous allons passer la parole au docteur Jean-Moïse sur la question d'une probable coalition entre Maurice Kamto et l'opposition. On ne sait pas de quel parti on peut parler aujourd'hui, mais on parle d'une opposition de façon globale, capable de faire front face à ce gigantesque RDPC. Qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? Cela est-il possible? Oui. Cela est possible tout simplement parce que lui-même est dans l'opposition. Cela est possible parce que lui-même a estimé qu'il porte la voie du changement. Cela est possible parce qu'il se reconnaît plus du côté de l'opposition que de ceux qui gouvernent. Maintenant, parlant de la coalition en elle-même, pour parler comme les autres, c'est pour ça que je parle des États généraux, parce que j'ai quand même le bonheur d'échanger avec plusieurs leaders de l'opposition, et il y a quelque chose qui ressort. Chacun recherche à ce que l'histoire soit connue. Chacun recherche à ce que son apport dans le construit de la démocratie, l'histoire soit connue. C'est-à-dire que l'histoire politique de chacun de ces leaders. C'est-à-dire que au temps du chairman, il avait cette aisance d'expliquer ses luttes, ses combats, ses challenges. Quand vous preniez un monument comme Chandomba, qui vous raconte quand même l'histoire politique et comment il a géré la coalition en 92, comment les tractations se passaient, le rôle de chacun, qui avait le droit de dire non ou oui et les autres suivaient, qui était le leader de terrain, qui était le leader en back-office, et ainsi de suite. Chacun d'entre eux a joué un rôle pour qu'on arrive à notre histoire ici. Ce qui fait donc que si vous prenez le cas du président Bello Bouba, il y a des choses à dire en ce qui le concerne. Si vous prenez le cas de Issa Chiroma Bakary, il y a des choses à dire en ce qui le concerne, et positivement. Si vous prenez le cas de Jean-Jacques Ekindi, il y a des choses à dire. Si vous prenez le cas, même de Joshua aussi aujourd'hui, qui a porté le sac de son père, qui a marché avec lui chaque jour, donc qui n'a pas un héritage fictif, mais concret, du chairman, on peut dire des choses de lui. Donc, si vous ratissez large sur Madame Damjoya, qui n'est pas figurante, qui est quelqu'un qui... On a vu ses luttes sur le terrain. Donc, vous avez plusieurs acteurs. D'aucuns sont du front office, d'autres sont du back office, mais chacun tient ferme et freine des quatre fers, parce que si son apport dans l'histoire de la démocratie au Cameroun n'est pas connu, il y aura un souci. Nous, donc, aujourd'hui, nous pensons que le dialogue a son importance dans la présentation de l'urgence, qui est le besoin des Camerounais, et non le messie de la politique et qui va remplacer M. Biya. Une fois que l'opposition aura compris ça, et ça c'est une des luttes du président Issa Chiroma Bakary, c'est que regardons les problèmes des Camerounais plus que nous-mêmes. Et à partir de là, asseyons-nous. Et maintenant, la coalition aura tout son sens et va réussir quand chacun de ces géants, je les appelle comme ça, chacun de ces géants, Akere Mouna, Joshua aussi, Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba, Magari, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, tous qui sont retenus, les 12 là, tous, quand ils vont avoir les 11, l'humilité, les 11, merci. Quand ils vont avoir l'humilité, tous ces 11, de s'asseoir et de montrer aux Camerounais qui sont là pour le Cameroun. C'est à partir de là qu'on va faire taire les mauvaises langues qui nous jugent de nombrilistes, d'opportunistes et du messianisme. C'est à ça que nous aspirons. Parce que si ça, ce n'est pas fait, on n'aura pas appris de notre histoire. Si ce problème n'est pas traité en interne, on n'aura pas appris, au contraire, on a même fait honte à l'histoire politique du Cameroun. C'est donc là où la coalition doit prendre de la hauteur. Chacune de ces personnes doit prendre, ces personnalités doivent prendre de la hauteur et se dire les intérêts du Cameroun d'abord. Une fois qu'on aura fait ce travail-là, l'opposition rentre dans une dynamique, mais vraiment de toutes ses chances. Quand vous parliez d'idéologie, il y a un pan qui est le courant politique qu'on peut adopter, gauche ou droite. Il y a l'idéologie qui est nationale. Aux États-Unis, quand on dit « Make America Great Again », démocrates et républicains sont d'accord avec ça. Maintenant, quand c'est les démocrates, quels sont les moyens et les méthodes des démocrates
pour make America great again? Quels sont les moyens des républicains pour make America great again? Quand est-ce que nous allons arriver dans cette merveilleuse nation où tous les hommes politiques rentrent dans l'idéologie, dans une vision nationale qui dit donc que pour arriver à tel point, c'est l'industrialisation comme M. Manson disait, et on se met tous dans ce volet. Pour arriver à tel autre point, c'est l'éducation qu'on doit reprendre et s'approprier l'éducation. Pour arriver à tel autre point, c'est le type de citoyen que nous voulons fabriquer. Et une fois de plus, il a parlé de ça en termes de hauteur morale, de hauteur mentale, de capacité à pouvoir à réfléchir monde, influencer le monde. C'est ça. C'est à ça que nous sommes en train d'aller et c'est ce que le monde attend de toutes les nations responsables. Nous sommes une jeune démocratie avec de très grandes intelligences qui peuvent rattraper les 60 ans que nous semblons avoir perdus. Mais la seule chose qui nous manque, c'est l'humilité pour pouvoir nous mettre ensemble et éviter le discours de l'ancienneté absolue. Parce qu'on peut être ancien sans être le meilleur. On peut être ancien sans être le premier. Et on peut être jeune sans être le plus fort. Donc c'est pour ça qu'on dit que la jeunesse n'est pas un programme politique ou la vieillesse. Donc on n'est plus à ce niveau de jeunes ou vieux. On n'est plus au niveau du tribalisme et du clanisme. On n'est plus au niveau des petites luttes d'ego. Aujourd'hui, notre responsabilité est historique. Parce que c'est à ce niveau que la nature nous oblige à arriver. Où nos jeunes de la diaspora nous regardent, quand on pose la question de la double nationalité, comment est-ce qu'on réfléchit cette question? Comment est-ce qu'on la pense? Comment est-ce que ça rentre dans la dynamique nationale que nous voulons atteindre en tant que Cameroun? Si on trouve que c'est important, ça va être validé tout de suite. Comment est-ce que l'idéologie que porte le SDF peut rendre le Cameroun meilleur? Vous voyez que ça va tout de suite rentrer sans débat. Mais tant qu'on est sur le faux sujet, le grand dragon qui est en face, qu'il faut reconnaître, je vous ai dit, le RDPC est très bien organisé, le RDPC est bien structuré, le RDPC est puissant, ce n'est que l'efficacité qui lui manque à certains endroits. Et c'est là que nous pouvons profiter pour nous organiser, nous structurer et être donc efficaces de manière à affronter non seulement les problèmes des Camerounais, mais d'affronter le marché mondial en utilisant les ressources que nous avons. Ce n'est que ce qui va faire que nos jeunes n'aillent plus mourir à la Méditerranée parce qu'on va créer des emplois localement. C'est ce qui va faire qu'on n'ait plus de gens qui vont mourir dans les hôpitaux parce qu'on aura créé un cadre de santé permettant à tout le monde d'avoir accès d'abord à la santé et les méthodes de paiement suivront. C'est ça les nations qui se développent. Bon, pour ma part, je sors par là. Le Cameroun garde toutes ses chances pour réussir. L'opposition garde toutes ses chances pour coaliser. Et le 12, nous pouvons faire la différence si et seulement si nous mettons les égos de côté. Et c'est là que nous, les petites mains, nous menons les petites tractations à gauche et à droite pour que nos pères comprennent que nous croyons en ce Cameroun, nous croyons en eux et nous savons que nos pères fondateurs n'ont pas versé le sang pour rien. Merci. Serge Siméon, on parle des égos au sein de l'opposition camerounaise et aujourd'hui on parle d'une probable coalition entre Maurice Kamto et cette opposition. Est-ce qu'on aura oublié un temps soit peu l'égoïsme et qu'aujourd'hui la décision soit finalement prise, celle de faire marche ensemble? Bon, il faut le dire, déjà la notion d'âge. Parce que quand je regarde tous ceux qui pouvaient dire à l'honorable Joshua aussi, à Serge Espoir Matomba, Cabral Libi, Thomas Nyodamdjoura, que mes fils venaient, nous avons, depuis les indépendances, travaillé avec les Blancs. Voilà la manière avec laquelle nous avons conçu les choses. Aujourd'hui, nous sommes presque à 80 ans. Parce que vous ne pouvez pas passer le temps à critiquer le président Biya pour son âge. Et vous mettez des gens qui, quelques jours après, parce que le Cameroun a tellement de chantiers. Rassurez-vous, on n'est pas dans cette critique, ni au FSNC ni l'UNDP. On n'a pas critiqué l'âge du père. Rassurez-vous. On ne peut donc pas dire que le président Biya est âgé. Et on peut chercher également dans ces vieilles ours
pour gérer le Cameroun. Moi, je vous déjà venir. Je suis en train de vous dire... On va lui répondre. On respecte son temps de parole. C'est papa que nous respectons. Que ce soit Issa Chiroma Bakari, Oui. je crois qu'il a 79, 75 ans. 75 ans. Oui. Et il est fier de porter 75 ans. Le ministre d'État, Il faut y arriver. Bello Bakari, c'est 80 déjà, non? Non. 79. C'est son président, c'est à lui de... Et... Non, mais il ne me fait pas la classe. Il ne fait pas la classe. Et celui que vous citez là était à 73. Vous ne voyez pas que ça dit et eux tous des anciens ministres. Monsieur, quand vous mangez, à un moment donné, dites que vous êtes assagi. Là, c'est du populisme. Non, c'est pas le populisme. C'est du populisme. C'est pas le populisme. Parce que nous sommes là pour le Cameroun. Vous ne Une pouvez fois, pas. je l'ai dit. Non, On va pas je vous ai pas interrompu. C'est ça, c'est du populisme. Je vous ai pas interrompu. Vous ne pouvez pas dans un pays où il y a beaucoup d'autres expertises. Et c'est pour ça. C'est une forme d'égoïsme, ça. Ça, vous devez le savoir. Parce que vous ne pouvez pas être en train de condamner. Vous avez condamné l'égoïsme. Et prétendre qu'il n'y a pas de jeunes dans vos partis politiques qui puissent prendre... Le président Biya qui a 93 ans aujourd'hui et qui a fait l'objet de la campagne d'un certain nombre de candidats, recalés ou non, sur l'âge. C'est-à-dire pendant qu'on attend le programme, on vient nous présenter toujours le problème d'âge. Nous disons au SIF, le président Biya, je vous l'ai dit, a pris le pouvoir à 49 ans. Et l'actuel candidat du SIF, enfin, l'actuel candidat du SIF, oui. Je crois qu'il est assez jeune. Et il est pondéré dans ses actions. Ce n'est pas l'activisme politique. C'est la garantie de quoi? Pardon? Être pondéré, c'est la garantie de quoi? Je ne vous réponds pas. Merci. Vous pouvez vous observer, vous pouvez observer vous-même. Je n'ai pas pas besoin de vous le dire. Mais ne nous ramenez pas les vieilles ours. Au moment où le Cameroun a besoin d'une jeune génération pour gérer le pays. Donc quand vous me parlez de ça, je dis, ça devait être entré aussi dans l'histoire. Pour ces papas-là, d'appeler ces jeunes. Mais chacun veut être président de la République. C'est ça, voilà là où nous sommes. Chacun veut être... Mais que cela sache qu'ils sont comptables d'une situation, de la situation dans laquelle le Cameroun se trouve. Tous ces anciens ministres-là, ils sont comptables. Il a aussi dirigé les sociétés d'État. Pardon? Y compris Joshua. Joshua contracte avec le pouvoir. Monsieur, c'est un homme d'affaires qui contracte avec le pouvoir. Mais vous passez le temps, moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Si Joshua aussi contacte, ou bien que vous l'avez vu dans une commande publique, apportez-nous les preuves. Apportez-nous les preuves. C'est ce que je dois vous dire. Mais tout ce que vous citez là, ils se sont engraissés sous le régime. Tous les Camerounais le savent. Donc pour vous, Maurice Kamto et tous les autres candidats actuels de l'opposition qui ont un âge avancé, on ne doit pas parler d'eux. On ne doit même pas. Parce que la jeunesse là, Jean Bruno, oui. Le président de la République a combien de pieds? Je ne sais pas. Donc vous êtes capable d'être président de la République, monsieur. Vous comprenez? Oui. Il ne faut pas que les gens viennent s'éterniser et ils vont bousculer bien. Vous parlez de quoi là? D'accord. Donc je dis, nous avons un programme politique. Nous avons un programme politique qui est axé sur la jeunesse. Et le président, celui qui l'incarne, le noir Joshua aussi, est capable d'implémenter ça. D'accord. Il n'y a pas de jeunes communicateurs chez vous aussi. Merci. Merci. Il y en a. Merci. Donc quoi là? Alors en 2 secondes, je n'ai pas la formation de communicateur. En 2 secondes, je ne faudrait pas qu'on biaise le débat. Ne biaisez pas le débat. Je n'ai pas le débat. On a dit, on a j'ai encore la parole. Je vous en prie. J'ai encore la parole. Et si vous l'arrachez, je vais vous l'arracher. Allez-y. Allons-y, je vous accorde encore 5 secondes et puis on passe à autre chose. Donc j'étais en train de dire
Parce que je sais que ça vous gêne. Mais comprenez que vous êtes comptable de la situation dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui. Ils ont l'obligation donc de coaliser, de supporter les jeunes pour que ces jeunes portent les aspirations du pays. D'accord. Merci. Merci, on a compris. On commence plutôt par Léonide, parce que tout le temps, il a été interpellé. C'est vrai que c'est aussi l'apanage pour Jean. Oui. Qu'est-ce qu'on se dit, pas que qu'est-ce qu'on se dit, puisqu'on a déjà tout suivi, mais on reste dans la coalition, mais sauf qu'au SDF, on pense que certains candidats ou alors certains partis politiques ne doivent même pas s'asseoir à côté ou alors ne doivent pas jouer les premiers rôles. Parce que leurs leaders sont déjà assez âgés. Moi, vous savez, j'étais en train de revenir sur les critères objectifs. Parce qu'il faut aussi parler de ça. Hein. On va aller un peu plus vite, oui, la réalisation. Je suis tout à fait d'accord. Il faut parler de ça, une critérologie objective. Il est allé aux législatives et aux municipales avec nous. Demandez-lui quel est le premier parti aujourd'hui, après les RDPC, y compris en termes de nombre de voix. Ce n'est pas les SDF. Il était même à la présidentielle, il a frisé le 0%. Lui, il était là avec son jeune. Donc, mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire, en réalité? C'est que vous pouvez vous plaindre de l'âge de Bello, qui pour nous est un atout. Non, mais laissez-nous parler. Qui pour nous est un atout. Pourquoi est-ce que c'est un atout? Je vais vous dire. Biya est arrivé au pouvoir très jeune. 49 ans. 49 ans. Il en a passé plus de 40. Si votre jeune là aussi, parce que les conditions sont les mêmes, hein. Réfléchissons objectivement. Les conditions sont les mêmes. Il n'y a pas de limitation de mandat, il n'y a rien. Si le vôtre arrive, il passe aussi 40 ans à assommer les Camerounais de sa présence, comme l'actuel est en train de faire. Jamais dans notre programme. Non. Laissez-nous parler. Laissez-nous parler. Allez. Donc, à assommer les Camerounais de sa présence, comme l'actuel est en train de faire, hein, à tel enseigne qu'ils vont se mettre à fuir partout. Donc, c'est un risque pour notre démocratie, pour la construction de notre jeune nation, de mettre quelqu'un qui est jeune. Non. Non, attendez. De mettre quelqu'un, comme vous dites, simplement parce qu'il est jeune. Parce qu'il n'a pas de limite. Simplement, c'est vrai. Il n'a pas de limite. Vous n'avez pas... Attendez, je vais chuter en vous disant que quelle est la garantie que l'âge de Bello nous donne? C'est que, naturellement, il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Oui. Et nous sommes sûrs qu'en interne, il l'a préparé, il nous a préparé pour pouvoir le faire. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui ne va pas venir s'éterniser au pouvoir et qui le sait, parce que la démocratie a besoin de respiration. Et ça va justement permettre à cette jeunesse qui est en train de se préparer de prendre naturellement et normalement les choses, parce qu'il aura fait une réforme de nos institutions pour limiter un certain nombre de choses. Merci. Il faut le comprendre. J'ai dit qu'il faut qu'ils deviennent des coachs. Merci, on vous a compris. Celui qui a 0% à la présidentielle. Nous, on a des députés, vous n'avez rien. Léonide. Vous parlez de quoi? Merci. Nous n'avons pas de députés. Vous n'avez rien. Réaction au docteur Jean. Nous sommes le 2e parti politique au Cameroun et ça, il faut respecter. Ah bon, si vous luttez pour cette position-là, c'est une bonne chose. Mais nous sommes en train de vouloir gagner. On doit évoluer. Nous partons gagner l'élection des autres. avec pas pour une place. Merci. Comme quelqu'un disait... Avec 0%, tu parles. J'ai dit que nous partons gagner. Nous, on va gagner en faisant une coalition, pas vous. Si jeunesse savait. Si jeunesse savait. Allez-y. Et si JS pouvait. Juste pour dire que les deux doivent se mettre ensemble. Au FSNC, le président Issa Thiro Mabakari, quand on parlait des acquis, est celui qui a fait 6 ans de prison du fait de son alliance avec le président Amadou Ahidjo. C'est quelqu'un qui a une histoire et qui a une grande histoire. Et lors de son point de presse, il a dit que si les Camerounais le portaient à ce niveau, il ferait un seul mandat. C'est une garantie. Une garantie de transition. Certains l'ont dit ailleurs. Non, c'est une garantie, au moins qu'ils le disent déjà. C'est une garantie. Et nous pensons également que lors de la coalition, rien n'est arrêté d'avance. C'est un échange, c'est un partage. Il faut le préciser, il ne faut pas qu'il biaise le débat. La coalition, c'est la causerie des principaux acteurs. Et soyons humbles. Je ne peux pas me prévaloir de parler en lieu et place de mon président. Je dis ce qu'il me demande de dire, je parle de ce qu'il me demande de dire, et je m'arrête là.
Mais en ce qui concerne leurs décisions en interne, ils ont de l'âge. Ils sauront s'asseoir avec ces jeunes et parler avec eux. Et ensemble, tirer des conclusions. Soyons humbles à ce niveau-là. Et disons que on n'est pas pour le vieux ou pour le jeune. On est pour une idéologie. On est pour un projet qui va élever, qui va hisser le Cameroun très haut. Et contrairement à ce que vous pensez, ce que vous appelez vieux sont des gens qui écoutent. Et qui écoutent, mais avec beaucoup d'attention, ce que les jeunes leur disent. Donc aujourd'hui, le débat n'est pas sur le jeune qu'on doit absolument adouber ou sur le vieux qu'on doit tuer. Le débat est sur qu'est-ce qui est bien pour le Cameroun et c'est avec ça qu'on part. Voilà l'esprit de la coalition. Ne venez pas biaiser l'esprit de la coalition, c'est s'asseoir et s'entendre. Maintenant, si le SDF estime qu'il ne vient pas s'asseoir avec les autres, c'est son droit. C'est son droit. Mais quand on crée un parti politique, quand on crée un parti politique, quand on crée un parti politique, on a l'ambition de gouverner. Merci. Mais dans l'ambition de gouverner, on est responsable de savoir que les autres également veulent le faire, peuvent le faire. Et il faut ici comme vous insultez tout le monde. Voilà. Il faut que quand on vous insulte, il nous reste à peine 2 minutes. Bon, voilà. Moi, je termine en disant simplement que nous continuons au FSNC de tendre la main. Chacun apportera et de son expérience, et de son expertise, et de ses acquis, pour que cette coalition puisse briller de 1000 feux. C'est ça qui est important pour nous. Merci. Et le leader va être dégagé de leur échange à eux. Ne venons pas sur les plateaux télé donner des impressions qui ne cadrent pas avec la coalition. Bonsoir, le grand soir. Monsieur Mboka a clairement relevé le défi commun et la vision qui devait être celle de l'opposition camerounaise pour y parvenir. Je crois qu'il le fait à chaque fois que l'occasion se présente pour son parti, ainsi que Paul Maël qui en appelle à son niveau avec son candidat. Nous devons taire nos différences idéologiques pour faire triompher l'intérêt général qui est celui de renverser le régime. Le représentant du SDF avec son intervention veut tuer ce rêve en évoquant l'âge des autres opposants et c'est ce qu'on décrit. La recette coalition générale, tous contre le RDPC. C'est Awal Aboubakar depuis Douala qui nous a écrit ce soir. On va essayer de prendre encore quelques 3 messages dans la pluie de réactions à nous envoyés par les téléspectateurs. Dommage parce que le temps court plus vite que nous. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, dites à monsieur Numba que son raisonnement est loin de celui d'un démocrate parce que en démocratie, on laisse le peuple faire son choix. On n'impose pas un choix comme il le fait en mettant l'âge en avant. Merci. Bonsoir à vous sur le plateau. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces arrivées des messages alors qu'il ne reste qu'une seule petite minute? Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que si Kamto veut vraiment le changement, il doit donner sa voix à Cabra Libi, car Bello Bouba et Issa Tiroma Bakari ne sont pas des vrais opposants. Ils n'ont pas encore montré leur vrai visage. Et déjà, ils sont déjà très âgés. C'est sali depuis les barrages de Lagdo, au nord Cameroun. Voilà. Et il vous demande de vous calmer sur le plateau. C'était sa chute. Bonsoir le panel. Le président Paul Biya a pris le pouvoir à 49 ans. À quoi ressemble le Cameroun aujourd'hui? Surtout monsieur du SDF. Bon, je sais pas, la chute là, je ne sais pas ce que ça voulait dire. En tout cas, il y a plusieurs messages qu'on ne pourra malheureusement pas lire compte tenu du temps. C'est le moment de dire merci déjà à certains, mais permettre également à Franck de coller encore un petit mot sur cette actualité. Mais je pense qu'on peut bien le faire en 20 secondes. Je vous en prie. Bien entendu, tout simplement que l'accession à la fonction présidentielle n'est pas une panacée. Dans la résolution des problèmes d'une nation. C'est ça. Une nation comme le Cameroun a des problèmes d'ordre structurel, infrastructurel et d'ordre civilisationnel. Ça veut dire que si quelqu'un accède là, ne pensez pas qu'il va résoudre tous vos problèmes le même jour. Vous comprenez? Et quand c'est perçu, vous comprenez également que si vous êtes représentatif d'une vision en tant qu'homme politique, vous n'avez pas de la peine à mettre également cette vision, cette expertise à la disposition des autres. Merci infiniment. Merci à vous, Siméon, pour votre présence ce soir. Merci, monsieur Jean-Bruno.
Mais je voudrais préciser une Merci. chose. Nous avons 5 députés à l'Assemblée nationale. Merci à vous, docteur Jean-Moïse, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Léonide, pour votre présence. Voilà, comme il me reste 30 secondes, je vais essayer d'aller rapidement pour prendre ce message. Bonsoir à tout le panel. Merci vraiment pour cette émission. Honte à l'opposition camerounaise parce que la coalition, soyez même 17. Non, ça nous intéresse. Soyez, ça. Ok. La coalition, soyez 17. Vous ne pouvez rien contre le RDPC. C'est la machine. C'est la fin du message. C'est le rappel historique. Et c'est aussi la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. À demain.